Voilà, comme le disait Pierre Quay, nous avions préparé une introduction sur Malraux et Picon, mais elle est faite, l'introduction, au sens que toute la matinée, on a compris ce lien entre les deux. Euh, alors, je donne juste une date pour démarrer, la date de 1934, qui est le moment euh, où Picon entre en relation pour la première fois avec Malraux, à qui il est très jeune, et il écrit à Malraux à propos de la condition humaine, et une correspondance s'entame à ce moment-là. C'est ça, Martine? Oui. Tout à fait. Voilà. Alors, on ne peut sous-estimer deux choses finalement, ce que François appelait la force gravitationnelle qu'a dû exercer la pensée de Malraux, surtout à partir de 1947, sur celle de Picon. Mais en même temps, ce qui nous intéresse, c'est de mesurer autant que faire se peut les écarts, les nuances qu'il faudra évidemment envisager dans la durée de leur relation jusqu'à la rupture qui a été évoquée ce matin au moment du départ de la démission de Gaëtan Picon du ministère. Alors nous allons aborder frontalement une relation très complexe qui se déroule, vous le comprenez, sur de nombreuses années et dont on sent l'importance, mais nous allons en même temps l'aborder partiellement, non seulement parce que notre sujet c'est la pensée de l'art et qu'on ne peut pas parler de tout, mais parce que sur la pensée de l'art même, il y aurait tant à dire qu'une heure et quart de table ronde n'y suffira pas. Donc nous avons choisi de la centrer sur le musée imaginaire, même si nos intervenants et vous-même dans les questions, vous n'allez pas vous priver de déborder sans doute, mais ce sera notre angle d'attaque. Deux textes sont importants que Pierre Quay vient de citer, le musée imaginaire de Malraux, que vous avez dans la collection Folio, qui reprend l'ensemble des versions, si l'on peut dire, de ce texte, et puis le Malraux par lui-même de Gaëtan Picon, en tout cas celui de 1953. Mais les uns et les autres, nous nous sommes aussi fondés sur un certain nombre d'articles, en particulier des articles écrits par Gaëtan Picon à propos du musée imaginaire. Il y en a deux surtout que je vais citer tout de suite, mais on les tiendra à votre disposition si vous le souhaitez. Les deux sont intégrés à l'usage de la lecture, dont j'ai ici le premier volume. Non, pas les deux, le premier, pas le deuxième. Enfin, disons qu'il y a plusieurs. Il y a Malraux et la psychologie de l'art, paru dans La Liberté de l'esprit en 1949. Et la création, oui, et celui-là a été repris dans l'usage de la lecture numéro 1. Et puis il y a Gaëtan Picon, donc toujours André Malraux et la métamorphose des dieux en 1958, qui a été repris dans le volume 2 de l'usage de la lecture. Et nous avons aussi, grâce à Dorian, pu lire un article qui s'intitule Le musée imaginaire de Gaëtan Picon, qui est introduit par Picon autour évidemment de la pensée de Malraux, mais dans laquelle il s'engage sur une réflexion très personnelle à propos de son propre musée imaginaire. C'était dans les Nouvelles littéraires en 1963. Voilà. Je vais d'abord entamer la table ronde en donnant la parole à François qui va compléter mon introduction, puis à Dominique que je suis chargée de présenter, Dominique Vaugeois qui est professeur à l'université de Rennes et qui consacre une très très grande partie de son temps, pas tout, mais à André Malraux. Nous avons connu sa réflexion grâce au livre Malraux à contretemps, paru en 2016 aux nouvelles éditions Place. C'est ce livre-là qui nous a amené à prendre contact. Mais elle continue à travailler sur Malraux en préparant en particulier un volume collectif en ce moment, Relire la tentation de l'Occident de Malraux. Voilà, Bernard Vouilloux sera présenté sérieusement tout à l'heure par Pierre Quay, donc je lui laisse cet honneur. Et Jean-Louis Janel a été présenté ce matin également. Donc je laisse la parole à François Lallier. Merci Françoise. Je vais d'ailleurs redire des choses que tu as dites, avec peut-être un angle un tout petit peu autre. C'est la première remarque qui m'est venue à l'esprit, c'est que
En fait, j'ai consulté le Malraux de 53. Alors, le Malraux de 53 a été vraiment réédité constamment. C'est un livre qui fait référence. Et il y a eu une note additionnelle en 1973. Et rien vraiment de plus. Donc, finalement, on peut considérer qu'il n'a pas ajouté grand-chose en ce qui concerne les écrits sur l'art de Malraux dans ce livre-là. Et quand on se reporte à l'édition de 53, on constate qu'il y a assez peu de pages, finalement, consacrées à cette partie de l'œuvre publiée à ce moment-là, c'est-à-dire Les Voix du silence, Saturne et la préface au Musée imaginaire de la sculpture mondiale. Et alors, il l'interprète, c'est vraiment grossier, mais vous me le pardonnerez, il l'interprète à ce moment-là comme un rebond de l'humanisme révolutionnaire, une manière de ressaisir en quelque sorte l'humanisme, mais un humanisme héroïque qui est l'humanisme de l'homme face à son destin, le ressaisir dans un autre champ, le champ politique, le champ de l'action politique étant un peu dans le déclin. C'est comme ça que Gaëtan Picon interprète ce travail. Et en particulier comme une alternative au roman, parce qu'il considère que le roman est en déclin, que Malraux est un très grand romancier. Ce qui l'intéresse, c'est Malraux romancier. Et il considère qu'il n'a pas donné, il n'est plus capable, il semble ne plus être tout à fait capable de donner un roman de la même intensité que Les Conquérants, par exemple, ou que surtout L'Espoir, etc. Et Les Noyés de l'Altenburg, c'est la dernière chose dans laquelle déjà les débats sur l'art sont importants. Donc, transfert en quelque sorte de Malraux. Alors là, on peut penser que la réserve qu'il a sur cette espèce de réserve dans laquelle il se tient par rapport aux écrits sur l'art est liée au fait que la collection est quand même elle-même assez étroite, resserrée. Mais dans la note de 73, il ne va pas tellement plus loin, quoi. Alors, ça ne veut évidemment pas du tout dire qu'il n'a pas été attentif à cette pensée sur l'art et qu'il n'y a pas réfléchi de façon vraiment approfondie. C'est ce qui se manifeste dans les deux articles. Donc, il faut aller voir les deux articles de l'usage de la lecture, c'est-à-dire Malraux et la psychologie de l'art, et puis Malraux et la métamorphose des dieux. Il se trouve que la métamorphose des dieux, ce sera d'ailleurs une de nos questions, semble être véritablement, d'une certaine façon, en rupture, ou introduire quelque chose de plus par rapport au texte antérieur. En tout cas, c'est ce qu'il dit dans cet article-là. Et c'est au fond une des premières problématiques qu'on peut envisager. Et de là vont naître des questions. C'est des questions qu'on va poser, auxquelles répondront nos intervenants. Ils sont beaucoup plus savants que moi. C'est ça qui est bien quand on anime une table ronde, on fait travailler les autres. Alors, quand on a lu le musée imaginaire dans ses différentes versions, on s'est dit qu'il nous fallait une spécialiste de ces questions pour nous dire tout simplement ce qu'est le musée imaginaire. Pas tout simplement, justement, ce n'est pas simple. Ce qu'est le musée imaginaire pour André Malraux. Et Dominique va prendre la parole à ce sujet, puis la discussion sera ouverte. N'ayez pas peur, on ne va pas vous faire des mini-communications se succédant les unes aux autres. Mais il faut commencer par éclairer la notion. Oui, merci beaucoup pour cette présentation. Merci aussi de m'avoir conviée à ce colloque, puisque je ne suis pas une spécialiste de Picon. Merci beaucoup, Martine et Françoise. Je suis vraiment ravie d'être ici et d'écouter toutes ces communications. Alors, je ne vais pas faire une communication, moi, en bonne et due forme, mais c'est vrai que le musée imaginaire est une notion dont on ne fait pas facilement le tour, et je ne suis pas sûre d'en faire une synthèse très, très simple. Parce que ces fondations relèvent en grande partie d'une attitude mentale propre à la fois à un temps et à un homme, avec ces idiosyncrasies qu'a si bien saisi Jean-François Lyotard dans Signé Malraux. Et on prend souvent connaissance du musée imaginaire à travers la pensée et la plume d'esprits remarquables, Georges Dupuy,
Blanchot. Alors, tout à l'heure, on a fait allusion au Blanchot d'après 58. Il vaut mieux lire Le Mal du musée que les textes que Blanchot a écrits en 58, parce que là, effectivement, il y a quand même un petit biais politique qu'on peut comprendre facilement. Et bien sûr, Gaëtan Picon. François Lallier faisait référence aux deux textes vraiment, je dirais, d'une perspicacité très très grande, que sont l'étude sur la psychologie de l'art et l'étude sur la métamorphose des dieux dans la liberté de l'esprit, où même lorsque Picon émet des réserves, il est très certainement le lecteur le plus lucide des trois que j'ai cités là. Alors, la première définition, je vais essayer de vous présenter des définitions du musée. J'ai pris la liberté de mettre des citations, parce que je dis souvent gloser Malraux, c'est bien, mais il faut peut-être aussi être au contact direct des textes. Alors, c'est un choix, forcément, j'aurais pu mettre d'autres citations. Donc, la première définition du musée figure en 1946 dans le discours de Malraux intitulé « L'homme et la culture artistique », que reprendra en partie la première version du musée imaginaire, parce qu'il y a 3 versions du musée imaginaire. La première en 1947, le musée imaginaire forme le premier volume de la psychologie de l'art chez Skira, réédité en 1949 sous coffret. Le musée imaginaire, c'est aussi la première partie du volume unique intitulé « Les voix du silence », donc en 1951. Et puis, il y a le musée imaginaire dit de 1965, qui figure là donc en folio. Alors, c'est la définition, je vous laisse la lire, c'est la définition la plus aisée à comprendre. Je vais sans doute, voilà, ce sont des choses que vous connaissez. Le musée imaginaire prolonge l'idée d'héritage culturel qui figurait dans le discours du même nom, l'héritage culturel de 1936, prononcé à Londres par Malraux pour l'Association des écrivains pour la défense de la culture. Mais le terme de musée imaginaire n'était pas utilisé. Alors, c'est un musée médiatisé par la photographie, voyez, qui permet la présence des œuvres lointaines, intransportables, disparues, des œuvres minuscules. C'est un musée d'images, a-t-on dit. Et dans le musée imaginaire de 65, vous posiez la question de l'évolution. Dans le musée imaginaire de 65, Malraux développe encore davantage cette idée de ce qu'il appelle les arts fictifs, donc les arts produits par la photographie, produits par les reproductions, les agrandissements, et auxquels il a donné, comme le dit Gaëtan Picon dans son étude sur la psychologie de l'art, auquel Malraux a vraiment donné existence physique dans la psychologie de l'art dès 1947. Mais pour répondre aussi à cette question de l'évolution, dans le dernier volume de La métamorphose des dieux, donc dans les années 70, où Malraux revient beaucoup sur le musée, c'est dans ce volume-là qu'il revient sur le musée, Malraux s'aperçoit à quel point ce musée imaginaire des reproductions est l'expression, donc il a un regard critique sur son premier musée imaginaire, son deuxième, parce qu'il y a plusieurs musées, donc pour lui c'est l'expression d'un monde occidental cadré, d'un monde occidental dont le regard est cadré, par la photographie, un monde occidental dont le regard est centré, et l'audiovisuel, pour Malraux, alors ça on pourra en débattre, mais j'en parlerai pas, l'audiovisuel serait en train de remettre en cause ce regard occidental. Donc le musée imaginaire, première définition, c'est un fait culturel et un fait de technique, du moins ce musée imaginaire de 1947. Deuxième chose, parce qu'on a dit aussi, mais vous n'en êtes certainement pas coupable, mais je l'entends parfois, le musée imaginaire n'est pas un palmarès. Alors, est-ce que je vais arriver à cliquer ? J'y arrive pas. Voilà, c'est parce que j'ai un Mac et sur les PC. Ce n'est pas un palmarès. Le musée imaginaire n'est pas la collection des œuvres que nous préférons. Il s'agit du musée que dans notre esprit composent les œuvres qui nous deviennent accessibles. Ce n'est pas non plus, deuxième citation, un choix individuel. Un choix donc, qui ramènerait à la subjectivité d'un individu, comme on a pu aussi le dire. Alors, dans le début de la citation, effectivement, ce musée imaginaire n'est que celui d'une vie. J'ai cité ces œuvres ou leurs parentes parce que je les ai rencontrées, donc il y a bien une composante individuelle. Un autre voyageur en eut cité d'autres, mais c'est pour les 4/5e celui de tous les artistes d'aujourd'hui, comme la bibliothèque de la Pléiade, bien que chaque écrivain et même chaque lecteur la complète à sa guise. Donc Malraux parlera de consensus relatif. Donc on reste dans le fait culturel avec, bien sûr, possibilité d'avoir ce que Malraux appelle un trésor du musée imaginaire. Chacun fait son trésor, mais c'est un musée partagé.
Et nous ne sommes pas loin, alors là on pourrait peut-être m'objecter parce que c'est quelque chose à quoi je réfléchissais, nous ne sommes pas loin donc, de ce qu'on peut appeler, sur le modèle de ce que Gilles Philippe a conceptualisé en littérature, il a conceptualisé l'imaginaire linguistique, nous ne sommes peut-être pas très loin de l'imaginaire pictural, hein, une forme d'imaginaire pictural, mais on va voir que ce n'est pas simplement ça, mais à ce stade de la définition, hein, voyez, on y reviendra. Alors, troisième étape dans la définition, donc un musée, un fait culturel et technique, pas un palmarès et pas un choix individuel. Troisième étape dans la définition, musée imaginaire n'est pas seulement un ensemble d'images, hein, de représentations, mais aussi ce que Malraux appelle un englobant, un cadre de réception qui détermine les références à travers lesquelles nous définissons l'art. Alors là, je n'aurai pas de citation, c'est pour vous expliquer, mais dans la mesure où le développement de la reproduction accompagne évidemment la mondialisation croissante des formes et leur diffusion depuis la fin du XIXe siècle, et le développement de l'ethnologie dans l'entre-deux-guerres, on sait le rôle joué par la revue Documents, par la revue Les Cahiers de l'Art, qui sont elles-mêmes des micro-musées imaginaires. Hein. Donc le rôle que ces revues ont joué pour Malraux et pour toute une génération, mais aussi par des expositions comme l'exposition des primitifs français en 1904 au Louvre et à la BN, qui a marqué le début, j'espère ne pas faire d'erreur, il y a des spécialistes ici de l'histoire de l'art et des musées, ça a marqué le début de la vogue des expositions temporaires qui, pour Malraux, sont des musées imaginaires. Donc les œuvres du musée imaginaire ne peuvent plus être appréciées, jugées, selon les catégories de l'esthétique, le beau, ou les catégories de l'histoire de l'art, que sont le siècle ou le genre. Et donc, devant la diversité des œuvres, alors cette pléthore des œuvres effraie Roger Caillois, hein, dans son compte-rendu en 1964 du musée imaginaire, l'exposition organisée par la Fondation MACT. Roger Caillois dit que c'est proprement terrifiant. Ça n'effraie pas Malraux, hein, ça le réjouit plutôt. Et donc, le seul élément commun, on ne peut plus en appeler aux catégories esthétiques ou aux catégories d'histoire de l'art, le seul élément commun, et on pourra en reparler, que fait apparaître le musée imaginaire, c'est ce que Malraux appelle la volonté de création. Le terme de création, on en a parlé ce matin, c'est chez Malraux, c'est le sésame, qui est en un sens en grande partie la volonté de création, en grande partie nietzschéen, mais qui est très largement, et Malraux s'y plaît d'une certaine manière, un mystère, une énigme, et Malraux n'essaiera jamais, je crois, pour cette raison, on le disait ce matin, d'élucider, comme le fait Gaëtan Picon, les modalités de la naissance des œuvres. Je pense que ça lui plaît, que ça reste au niveau de l'énigme, et je pense qu'il pense que ça ne peut pas être élucidé. Il a tort, parce qu'on peut l'élucider, mais sa conception du début de la naissance de l'œuvre, c'est mystérieux. Voilà. Et donc, bon, ça aussi, c'est quelque chose dont on pourra reparler. Mais j'ajouterai encore un niveau. Le musée imaginaire détermine non seulement un cadre de référence que Malraux juge historique. Ce cadre de référence correspond à l'art moderne. Hein, le musée imaginaire, il est historique, il est voué à être dépassé. Hein, Malraux le développe d'ailleurs dans l'intemporel. Il dit on assiste déjà sans doute à la mort du musée imaginaire. Donc Malraux, ce n'est pas seulement un cadre de référence, c'est aussi un domaine ontologique. Et là, le terme de musée est aussi important que celui d'imaginaire. Malraux n'a pas utilisé le terme de musée au hasard, ce n'est pas non plus vraiment une paresse de l'esprit, mais Malraux a intégré le débat sur le musée, hein, je pense à Valéry par exemple, hein, dès 1923, avec le problème des musées, et en choisissant la notion de musée imaginaire, Malraux prend sa place dans cette discussion sur le musée. Je pense aussi aux pages, pour le problème du musée, aux pages où Merleau-Ponty, puisque Merleau-Ponty, on en a parlé ce matin, oppose le souffle de l'atelier, hein, la vie de l'atelier, à l'image déchue de la vie que présente pour lui le musée Nécropole. Et Malraux intègre, et ça me semble intéressant, puisque nous avons autour de Picon pas mal utilisé le terme de vie, Malraux intègre, et je vous ai mis des citations, ce même vocabulaire, cette même opposition vie-mort, dont il a parfaitement conscience, hein, dès 1930, dès la Voie royale. Les musées sont pour moi des lieux où les œuvres du passé devenues mythes dorment, vivent d'une vie historique, je vais
dire deux mots, en attendant que les artistes leur redonnent une existence réelle. Donc le musée imaginaire se construit bien à l'intérieur d'un débat contre les galeries classiques, contre ce que Malraux appelle le musée Napoléon, parce que dans les musées classiques, les œuvres vivent d'une vie historique, mais pas d'une vie artistique. Et je pensais à la culture oisive, inerte, patrimoniale, sans vie, dont on parlait ce matin, hein, et je pensais aussi, en écoutant Pierre Quay, au discours culture et création. Cette idée de culture vivante de Picon, elle est différente, mais elle est dans la continuité quand même de cette préoccupation de la valeur vie. Donc le musée imaginaire, ce serait l'ensemble d'une part des œuvres qui ne suscitaient plus l'interrogation artistique et qui tout d'un coup sont éveillées par la baguette magique des artistes. Malraux dit bien qu'on peut connaître les œuvres et ne pas les voir. Et seule une œuvre vue est une œuvre vivante. Et donc ces œuvres, du patrimoine, hein, mais qui ne suscitaient plus l'interrogation artistique, et d'autre part les objets morts, parce que sortis de la civilisation ou de la culture, le plus souvent religieuse, qui leur donnait une puissance d'action, aussi bien les œuvres du Moyen-Âge que les fétiches, les masques, etc. Alors, lorsque Malraux dit l'artiste, c'est assez large chez Malraux, hein, c'est aussi bien l'amateur, et pourquoi pas l'auteur d'albums d'art doué quand même, hein, ou le très bon commissaire d'exposition. Bon, malgré tout, l'artiste par excellence, c'est tout de même le créateur. Et c'est lui qui est ce que Malraux appelle dans l'intemporel un regard pilote, un peu comme les poissons pilotes. Et il parle de ce regard pilote à propos de, ça c'est dans les années 70, donc dans l'intemporel, à propos de Picasso. Il dit que Picasso était le seul, dans le fatras du Trocadéro, à voir les fétiches. Et en retour, ce sont les œuvres de Picasso qui ont fait voir les fétiches. Donc, j'ajoute cette dernière phrase, ce sont les œuvres de Picasso qui ont fait voir les fétiches, parce que le musée imaginaire est un domaine de réception, mais aussi évidemment un domaine de création. Et je vous ai mis une deuxième citation, c'est la main de Rembrandt qui décide, le geste de Rembrandt qui décide. Donc le musée imaginaire, c'est le domaine dans lequel se fait la création hein, de l'art moderne pour Malraux. L'artiste crée parce qu'il est confronté à d'autres œuvres, et ce faisant, il leur redonne ce que Malraux appelle une puissance d'appel, une actualité. Mais en créant une œuvre, vous voyez, tout se fait entre les œuvres, qui va elle-même, parce qu'elle rompt avec les critères de l'art admis, permettre de voir ces œuvres invisibles et métamorphoser le regard. Donc le musée imaginaire, ce n'est pas simplement un bain dans lequel on baigne, hein, donc je pense qu'on ne peut pas tout à fait l'assimiler à ce que Régis Debray appelle l'iconosphère, parce que c'est aussi un espace d'action. Malraux ne perd pas de vue son idée d'action, un espace d'action et de réaction. Et donc une dernière citation, si vous le voulez bien, pour compléter le tableau, et ensuite je passerai là. J'ai le temps d'une dernière citation ? Une dernière. Voilà, une dernière. Vraiment une dernière. Parce que je voudrais commenter le terme de domaine contre celui de système. Parce que le système, pour Malraux, c'est quelque chose de clos qui fait écho à l'esthétique, alors que le domaine oppose un vaste champ de développement libre, ouvert au changement, à la surprise. Et je crois quand même que la liberté, la libération sont des constantes de sa réflexion sur le musée imaginaire. D'ailleurs, dans L'homme précaire et la littérature, le roman est aussi qualifié de domaine, et non de genre, parce que le genre, c'est ce qui relève de l'esthétique, en raison de sa fluidité. Donc le musée imaginaire est fondamentalement non essentialiste et non dogmatique. Hein. Il est voué sans cesse on parlait des constantes ce matin. Je ne suis pas sûre qu'il y ait effectivement beaucoup de constantes à part cette volonté de création. Bon, il aurait fallu, mais on fera dans la discussion, commenter le monde de l'art, hein, parce qu'effectivement, il y aurait des choses à dire là-dessus. Mais oui, c'est tout à fait, parce qu'il y a évidemment énormément de questions. Françoise ? Oui, non, je pense qu'on va peut-être demander à Dominique de s'installer pour que la discussion s'engage plus vivement, et peut-être demander à Bernard Vouilloux si on peut déplacer les micros. Bernard Vouilloux, vous vouliez réagir un petit peu ? Ah oui, il veut réagir. Attendez, il faut qu'on vous donne... On va vous donner un micro. Oui, remarquable présentation par Dominique des différentes acceptions que recouvre ce groupe de mots, musée imaginaire, hein, chez Malraux. Je voudrais tenter, sans pour autant reprendre les arguments de Gaëtan Picon,
tenter d'objectiver ce dont est issu le musée imaginaire. Il me semble qu'il est le fruit de 3 colonisations. La première, si on adopte une démarche régressive dans le temps, c'est évidemment celle qui est liée à l'invention de la photographie, qui permet la reproduction des œuvres sur support plan. Et ça, c'est une distinction que Panofsky fait dans un texte de 1936 et qui me paraît importante. Donc, reproduction de tableaux, reproduction d'estampes, de dessins, etc. Et les représentations d'œuvres tridimensionnelles, comme celle de l'architecture et de la sculpture. Le deuxième mouvement de colonisation, il a commencé avec ce que l'on appelle l'Empire colonial français, disons 1830 et les décennies suivantes, puisque à ce moment-là, toute la terre, en quelque sorte, devient accessible à l'homme occidental. C'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, que, on le sait bien, hein, les collections des musées d'ethnographie sont issues justement de ce mouvement de colonisation. Mais il y a un troisième moment bien antérieur auquel on ne pense jamais, c'est la réduction de la peinture ou de la sculpture à l'image. Hein, ça me paraît extrêmement important. Et ça, c'est une distinction que quelqu'un a faite très tôt dans un travail auquel je me réfère souvent, c'est Hubert Damisch, hein, qui a toujours tenu à insister, Hubert Damisch qui a été proche de Gaëtan Picon, qui a toujours insisté sur la distinction à établir entre la peinture, qui est une technique, qui est une techné, donc un art, hein, et l'image, qui relève de la perception. C'est un phénomène. Et c'est pourquoi Hubert Damisch pouvait parler à bon droit, en s'insurgeant contre, de ce tout-image, de ce fourre-tout de l'image, qui s'est traduit par quoi ? L'émergence d'une Bildwissenschaft à la place de la Kunstwissenschaft, hein, donc une science des images. Hein, donc on met à égalité photographie de presse, reproduction de tableaux, etc. Bien, sans prendre en compte les différences liées au médium, qui sont tout de même très importantes dans la temporalité du faire, hein, ou donc comment dire, les image studies outre-Atlantique. On voit bien que c'est ce qui domine hein, aujourd'hui les recherches. Il n'est question que d'images quand on aborde le champ, le domaine des arts visuels. Donc, comment dire, ça explique que l'on puisse avoir quelques réticences, je pense, hein, à l'égard de cette notion de musée imaginaire. D'autant plus qu'il y a tout de même la référence à un musée de pierre, en fait, donc reprise d'un mot de l'Antiquité pour désigner des endroits où le muséon, où étaient regroupées des œuvres des arts, d'accord. Mais enfin, c'est toute l'histoire des musées refaite récemment par Christophe Pomian, hein, et dont on voit bien que, avant même la constitution des empires coloniaux, les collections des musées se sont faites sur des prédations. Et on ne peut pas, là, ne pas évoquer Quatremer de Quincy, ses lettres à Miranda de 1796, dans lesquelles, se réclamant de Winkelmann notamment, il s'insurge contre l'expatriation, en quelque sorte, des statues qui ont été façonnées sous le ciel grec, sous le ciel parisien. Même chose donc pour les œuvres arrachées à l'Italie. Et évidemment, de Quatremer, on peut passer, moyennant un certain nombre de médiations, à Georges Dutuit, hein, qui aura, lui, été toujours le défenseur de ce que l'on pourrait appeler un art in situ, et véritablement implanté dans le lieu où l'on vit. Et ce n'est pas un hasard si Dutuit, non seulement est hostile au musée, mais est hostile à l'image. Cette réduction d'une surface peinte à l'image, elle est le fait pour lui d'une lignée gréco-romaine
qui s'est poursuivi et qui a été relayé ensuite par la Renaissance, à quoi il a opposé des arts comme l'art copte, par exemple, ou l'art des églises primitives d'Orient, arménien. Il s'est beaucoup intéressé notamment à tout cela. Et c'est pourquoi aussi il a défendu un art vilipendé comme décoratif par les tenants du modernisme, je veux dire celui de Matisse. Matisse, je me rappelle Yves Bonnefoy, Yves Bonnefoy me disant un jour, alors que je lui parlais justement de Matisse, Matisse, oui, c'est un peintre superficiel, c'est pas une peinture intelligente, enfin, il avait l'air véritablement de reléguer la peinture de Matisse à ce plus bas degré, en quelque sorte. Or, c'est toute la notion du décoratif, évidemment, qu'il faudrait repenser, ce qu'avait fait Pierre Schneider dans son livre sur Matisse. Mais enfin, je me suis égaré un peu loin, mais c'est pour vous montrer qu'il y a beaucoup de choses qui sont en jeu avec Bien sûr, en particulier, justement, l'ambiguïté dans le mot imaginaire, ouais. entre quelque chose qui serait de l'ordre de l'irréel, au sens où le musée imaginaire serait fait, donc délocalisé en quelque sorte dans l'imagination. Oui. Et puis d'autre part, le fait que dans l'imagination, précisément, il y a le mot image, et que le musée imaginaire est un musée d'images. Et c'est vraiment très important. Et dans la pensée de Gaëtan Picon, il y a, alors pas de façon systématique évidemment, mais très très nettement formulée à certains moments, l'idée que l'œuvre ne peut pas être une image. Bien sûr. Y compris une image d'elle-même. Parce qu'il y a quand même des peintres qui ont fait de leurs œuvres des images. Moi, je dis toujours, l'image photographique d'un tableau n'est pas le tableau, c'est l'image d'un tableau. Et donc, c'est la réduction du tableau à son image. Oui, tout à fait. Mais alors d'autre part, ça recoupe, enfin, il me semble que ça recoupe, c'est une question qui m'intéressait, sur laquelle je voulais vous interroger. D'ailleurs, chacun d'entre vous peut répondre, s'il le souhaite, là-dessus. C'est que ce débat sur le transport d'œuvres hors du site dans lequel elles sont nées, il est très présent, et je l'ai lu comme ça dans mes butinages, il est très présent précisément au moment de la constitution du musée de l'homme. Et c'est Georges-Henri Rivière, enfin disons tous les gens qui commencent à construire le musée de l'homme, qui posent véritablement la question, est-ce qu'on a le droit de transporter des objets et de mettre dans un musée des objets qui ont une fonction, et plus spécialement une fonction religieuse. Alors, c'est-à-dire une fonction sacrée. Alors, évidemment, ça pourrait se rapporter seulement aux questions posées à l'ethnographie et à la muséographie. Mais pas du tout. Toute la peinture religieuse du Moyen-Âge qui entre dans les musées, elle est défonctionnalisée. Bien entendu. Oui. Et puis d'autre part, moi j'ai été très frappé en lisant le second article de l'usage de la lecture, par le fait que Gaëtan Picon prend une certaine distance et tente à penser que dans la métamorphose des dieux, d'abord il y a la présence de ce mot Dieu. Je trouve qu'on pourrait s'interroger, se demander pourquoi est-ce que Malraux a introduit ce mot de Dieu, et Gaëtan semble remarquer que finalement la pensée de Malraux évolue vers une sorte de culte de l'art, de transfert de la vénération en quelque sorte due aux objets de culte, donc un transfert en direction de l'œuvre d'art, ce à quoi lui-même, semble-t-il, s'oppose, parce que, mais pour des raisons qui susciteront d'autres questions après. Mais par rapport à tous ces thèmes, je serais très content de vous entendre. Alors, simplement un mot, parce que ça me paraît important, à propos justement de pourquoi métamorphose des dieux. La réponse la plus nette de Picon, on l'a dans un texte qui s'intitule La note du temps, où il dit que, en fait, la position de Malraux
selon laquelle l'art est la négation de la vie, elle s'affirme dès les premiers temps, c'est-à-dire dès ce que Hegel appelait l'âge symbolique, le moment symbolique des arts, celui de l'Égypte, de la Mésopotamie, enfin des grandes civilisations qui construisent des pyramides, des mastabas, etc. etc. C'est ça, toute la racine. Et donc, il y a un processus de métamorphose qui commence à partir du moment où les dieux vont déserter le monde. Et c'est en fait l'art, ce que l'on nomme l'art, à partir de la Renaissance et surtout à partir de la fin du XVIIIe siècle, qui va en prendre le relais. Non, en fait, moi, il me semble que ce que constate Malraux, c'est que de toute façon, ces œuvres religieuses ne peuvent plus avoir la fonction qu'elles avaient. Donc c'est ça aussi la métamorphose des dieux. Même si on les laisse dans leur lieu, il n'y aura plus la culture, la civilisation, qui fait qu'on va les regarder de toute façon avec un regard. Enfin, elles ne vont plus avoir la force d'action qu'elles avaient. Donc finalement, ces œuvres-là, les églises vont devenir des musées de toute manière aussi. Et la possibilité qu'on a de les voir alors qu'on ne les voyait pas puisqu'elles étaient très hautes, elles n'étaient pas faites pour être vues, Malraux se dit, autant les voir. Mais de toute façon, c'est fini. C'est-à-dire cette vie qu'elles avaient, elle est morte. Donc la seule manière de les faire vivre à nouveau, c'est de les faire vivre en tant qu'œuvre d'art. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et la deuxième chose, quant au culte de l'art coupé de la vie. Alors là, je pense... Moi, je suis assez étonnée. Je suis assez étonnée par certaines petites choses que dit Malraux justement dans la métamorphose des dieux. Lorsqu'il il dit, et dans l'intemporel, je pense qu'il a pris acte de certaines objections, réflexions qu'on lui a faites. Il dit que finalement, ce qui plaît à Picasso, ce qui attire le regard de Picasso devant les fétiches, ce ne sont pas des formes, ce n'est pas une esthétique qui correspondrait à son esthétique, mais c'est une émotion, une intensité magique, comme celle qui a pu saisir les surréalistes ou comme celle qui a pu saisir Dubuffet. Et donc, chez Malraux, il y a quand même l'émotion. Il y a quand même une émotion, et je trouve que ça passe. Et juste une phrase que je voudrais lire pour montrer que le monde réel, il est quand même là. Et après, je passe la parole à Jean-Louis. Malraux écrit, et c'est dans Les Voix du silence, donc c'est pas si tard. Il parle des tableaux et il dit ces présences, donc celles des tableaux qu'il a cités auparavant, qu'il appelle quand même toujours des présences. Ces présences éveillent en nous les sentiments qu'éprouvaient, donc sentiments éprouvés, on n'est pas uniquement dans la transcendance ou l'abstrait, qu'éprouvaient les hommes du Moyen-Âge devant les animaux inconnus dont ils sentaient à première vue qu'ils n'étaient ni des automates ni des monstres, mais les formes qu'avait prises la vie dans des régions lointaines, sentiments que nous éprouvons nous-mêmes devant les plantes que nous voyons pour la première fois. Et j'aime bien cette phrase parce qu'on ne dirait pas qu'elle est de Malraux. Alors peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup des comme ça. C'est l'émerveillement inquiet de l'enfant sur la plage devant la coquille qui commence à bouger. Bon, voilà. Il y a une phrase sur l'artichaut et la cante dans le musée imaginaire qui mérite d'être... Avant de vous interrompre, avant de commencer même, Jean-Louis, pour vous dire qu'il faut qu'on arrive... On m'entend là ? Oui. Il faut qu'on arrive à établir le lien entre Malraux et Picon davantage, mais parce que sinon on va parler de Malraux essentiellement, et c'est très difficile. Hein, mais si vous pouvez, dans vos réponses, commencer à nous donner des directions. C'est ce que je voulais dire, il y a de la vie. Oui, il y a de la vie. je comprends. Voilà, mais est-ce qu'il y a, alors peut-être c'est la question, je t'interromps juste là-dessus, il y a de la vie, mais est-ce qu'il y a de la création? Voilà. C'est-à-dire, la question que je me pose, moi, c'est à quel moment comment Malraux conçoit-il la création? Alors, ne reposez pas d'autres questions parce que j'en ai 15 de questions qui sont accumulées, donc je ne vais plus y arriver. Mais je voulais dire un petit truc de ce que disait... Ouais. Non, simplement, ouais. Sur ce que tu disais, Dominique, je suis tout à fait d'accord. Il y a quand même comme petit point le fait que dans ses mémoires, Malraux ne cesse de traverser des civilisations dans lesquelles les œuvres sacrées ont encore une fonction rituelle. C'est l'Inde, c'est l'Amérique latine, c'est l'Afrique, etc. Et où il insiste beaucoup sur cette espèce de rapport très fusionnel avec l'œuvre
comme art sacré que nous n'avons plus en tant qu'occidentaux. Donc c'est vraiment, il y a une conscience très forte de cette, même si lui sera accusé par la suite, notamment par exemple par René et Marqueur, de cacher, ou ça pourrait être Benjamin d'ailleurs, hein, mais de cacher l'espèce d'arrachement culturel que les occidentaux ont pratiqué pour pouvoir le transformer en œuvre d'art par le biais du musée. Donc voilà, Malraux en est peut-être pas assez conscient, mais en tout cas, lui ne cesse d'insister sur cette espèce de différence entre les occidentaux et les... Alors, pour revenir effectivement à Picon, je suis tout à fait d'accord avec le fait que ces deux textes sont certainement les deux plus intelligents qu'on ait écrits sur... C'est vraiment très, très frappant, et qu'il y a une évolution très nette chez Picon dans son rapport à l'œuvre de Malraux. Le premier est d'un enthousiasme absolument incroyable, et il y pose... disons qu'il a une vue absolument systématique de l'œuvre de Malraux. En particulier, il a une petite objection qui porte sur le fait que l'espèce de déracinement des œuvres dans leur entrée dans le musée conduit à supprimer notamment toute la dimension biographique ou psychologique dans la création artistique. Et effectivement, la psychologie de l'art a une tension, en tant que telle qu'analyse très bien Picon, une tension entre la dimension psychologique qui, aux yeux de Picon, n'est pas assez mise en valeur par Malraux, et la constitution d'un univers autonome qui est celui de l'art. Or, il y a une tension entre les deux. Il y a un ancrage dans l'histoire du côté de la psychologie et un désancrage du côté de l'art. Malraux, en quelque sorte. Il y a une psychologie de l'art, mais il n'y a pas vraiment de psychologie de l'artiste. Voilà, c'est exactement l'objection de Picon. Alors, en même temps, ce qui est assez fascinant, c'est qu'il le lit donc comme une œuvre totale. Autrement dit, il fait des écrits sur l'art, enfin, pas tous les écrits, on en est vraiment aux voix du silence. Il en fait la continuité de ce qui est, pour Malraux, vous aviez tout à fait raison tout à l'heure, le principal, c'est-à-dire les romans. C'est toujours la voie d'entrée de Picon, les romans. Et en particulier, l'idée que dans l'art du roman malrussien, il s'agit de s'arracher au faire, à l'être, pardon, toujours s'arracher à l'être, aux déterminations qui sont celles de l'être, pour un faire. Se créer soi-même, se constituer, c'est effectivement la dimension un peu hippique, mais au sens carrément métaphysique qu'il y a chez Malraux. Et de ce point de vue, il y a vraiment chez Picon l'idée qu'après avoir écrit Les Voix du silence, Malraux va revenir, comme ce qu'on attend de lui depuis l'après-guerre, et tout le monde le partage ça, au roman. Et même, il essaie d'esquisser à partir notamment des Noailles d'Altenbourg ce que pourrait être le roman malrussien à partir de ce qu'il montre des Voix du silence. Donc il y a une vraie continuité, il n'y a pas de rupture, ce dont nous avons l'impression aujourd'hui, entre les deux. Pour lui, c'est une sorte de geste où on s'arrache à l'être pour aller vers un faire, et l'artiste serait, d'où la dichotomie qu'il y a pour lui, pour Malraux, entre la dimension psychologique qui est celle de l'artiste dont il n'a rien à faire, et cette espèce de faire qui serait en quelque sorte transhistorique d'une certaine manière, et qui est une épopée à lui tout seul. Alors en revanche, je termine là-dessus. En revanche, ce qui se passe dans la métamorphose des dieux, c'est qu'on sent une distance, vous le disiez, il est un peu mal à l'aise. Alors il est en partie mal à l'aise, du fait, ne vous affolez pas, ça va marcher. On est toujours gêné quand le téléphone, on n'arrive plus à l'éteindre. Ce qui se passe, c'est que pour lui, cette espèce de mise en avant uniquement du divin, cette réduction des arts au divin, pose problème à ses yeux. Et fait disparaître la question de la création. Tout à fait. Et je trouve que c'est en ce sens que c'est vraiment c'est un vrai clivage. Je crois qu'il faut le dire. Et c'est en ce sens que le titre même de la collection des Sentiers de la Création indique ce clivage qui est très présent, sauf que qui est très ancien chez Gaëtan Picon, sauf qu'il était quand même très centré sur la littérature, parce que c'est de ça qu'il s'est occupé dans les années antérieures. L'écrivain et son ombre, c'est tout entier, de même que le Proust, au fond, c'est tout entier des ouvrages qui cherchent à savoir quelles sont les conditions de la création, quel est le processus de la création, et pas de cette espèce d'univers d'œuvres déjà existantes qui sont mises en jeu. Mais c'est une question compliquée parce que effectivement, le tome qu'il aimait dans Les Voix du silence, c'était le deuxième, c'est-à-dire la création artistique. C'est ça qui plaisait vraiment à Picon. Quand il a une formule qui consiste à dire que le musée, ce sont les églises de l'histoire.
Et là, on voit bien qu'il adhère complètement à cette idée malrussienne, qui est la première idée d'une certaine manière, cette idée que, voilà, on recueille, il y a une sorte de, une manière de se rapporter à l'histoire qui donne son sens au musée. En revanche, quand Malraux effectivement passe à une espèce, alors ce qui est compliqué, j'ai l'impression, mais je pense que Dominique, tu connais peut-être ça mieux que moi, c'est qu'on a l'impression que dans la métamorphose des dieux, la question qui obsède Malraux, c'est celle de la disparition de l'aura, qui pour lui n'est pas un phénomène, brusque, qui surviendrait avec, comme pour Benjamin, l'invention de la photographie et le cinéma. En fait, c'est un processus sur le long terme, enfin sur le temps long, pardon, un processus qui est lié à l'espèce de désacralisation, qui est un processus long, tout au long de l'histoire, c'est-à-dire c'est par exemple le passage au Moyen-Âge et la création de statues qui ne sont plus à l'intérieur même du sanctuaire, inaccessibles aux profanes, etc., mais qui sont une représentation mi-humaine. On est entre l'art de l'adoration et puis l'art d'exposition de la représentation, qui peuvent être transportés, auxquels on peut avoir un accès, qui sont en dehors. Et puis il va y avoir ensuite, par exemple, tout le processus d'intériorisation de la foi par la prière, la confession, etc., qui vont donner une autre fonction aussi au sacré. Puis la redécouverte des œuvres, par exemple, de l'Antiquité, qui vont donner au moment de la Renaissance l'impression qu'il y a d'autres modes de représentation qui peuvent être en quelque sorte réemployés, mais qui font du Christ, par exemple, l'équivalent d'une espèce de fiction adorable pour sa beauté, d'une certaine manière, sa beauté physique autant que pour sa fonction esthétique. Donc c'est un processus très très long qu'il essaie de reconstituer et qui est un processus de laïcisation. Malraux n'emploierait pas ce mot. Mais effectivement, tu le disais, C'est Max Weber. Oui. Comment dire, la référence là, de Malraux, me semble-t-il, c'est plutôt Max Weber et non pas Marx, qui était la référence de Benjamin. Mais il y a chez Benjamin quelque chose qui complique un peu l'affaire, c'est le messianisme juif. Gershom Scholem a beaucoup insisté dans sa lecture de Benjamin sur cet aspect-là. Donc, une espèce d'eschatologie. Dans son dernier texte sur l'histoire, avec la référence à l'œuvre de Paul Klee, l'ange qui se retourne, c'est manifeste. Et donc, il ne parle pas d'une disparition de l'aura, mais d'un déclin. Le déclin, ça peut prendre du temps. Voilà. À la différence près que pour Malraux, il n'y a pas de déclin. C'est-à-dire, ce que Benjamin pense un déclin, pour Malraux, c'est ce que tu disais, Dominique, en fait, il y a un passage à autre chose. Il y a une autre forme d'adoration et de rapport à l'œuvre qui va passer par le musée. Donc, Malraux n'est pas inquiet de cela. Cette désoraisation, je ne sais pas comment il faut dire, désacralisation, elle a commencé depuis très longtemps et se substitue autre chose qui passe par la métamorphose, qui est la réinvention d'œuvres dont, de toute façon, tu le disais, nous n'y avons plus accès, nous ne savons plus rien. Voilà. Mais moi, je voudrais juste parler un peu de Picon parce que non, c'est parce que moi, je n'ai parlé que de Malraux. Et pour répondre moi, je pense que Picon est assez déçu en fait par la métamorphose des dieux. Je me dis, tu as tout à fait raison. Ce qui l'intéresse, c'est la création artistique. Et je crois qu'il est déçu parce qu'il aurait aimé peut-être que Malraux développe cette idée d'imaginaire dans un autre sens, à savoir l'imaginaire intérieur de l'artiste, par exemple, dont Malraux ne parle pas. Et puis aussi, effectivement, là où vraiment, ce qui n'intéresse vraiment pas Malraux, c'est le point aveugle chez Malraux et qui intéresse Picon, c'est la relation de l'artiste au monde, le fait que la création artistique, et il n'est pas le seul, c'est le cas aussi pour Jacques Dupin, écrivant, enfin voilà, c'est le cas pour tous les poètes qui écrivent sur l'art de ces années 50, et Malraux, là, il est complètement hors circuit. C'est-à-dire que ce qui les intéresse, c'est le face-à-face avec les choses, c'est très Merleau-Pontien. Enfin, Picon est beaucoup plus proche de Merleau-Ponty dans sa pensée. Enfin, c'est-à-dire que voilà, le contact avec les choses, c'est très important. Du coup, ça peut nous amener à une nouvelle question encore. C'est que, évidemment, cette question de la création comme chose vivante et comme rapport au monde, etc., ça amène à se demander quelle est la position de Malraux. Alors, je dis ça pas pour parler de Malraux de nouveau, mais parce qu'on va parler de ça beaucoup à propos de Gaëtan Picon, par rapport à la création contemporaine et à l'art moderne. C'est quand même une vraie question, et il la pose d'ailleurs à la fin
de son article sur la sculpture, sur le musée imaginaire de la sculpture mondiale, où il note quand même que Malraux s'arrête, je ne sais plus très bien, à Rodin sans doute, et il dit, et déclare qu'après Rodin, il n'y a plus personne. Et évidemment, c'est un peu fort comme proposition, et Picon lui oppose naturellement, alors Germaine Richier, sur lequel on peut avoir le jugement qu'on veut, mais également Giacometti, sur lequel le jugement est presque imposé. Je pense que ça l'intéresse. Oui, il est évident. Je pense que ça l'intéresse. André Malraux n'avait pas du tout de l'art récent la connaissance très approfondie qu'en avait Picon, surtout à partir du moment où Picon s'est véritablement mis à fréquenter les expositions, les ateliers des artistes, et on le voit très bien en lisant ces textes. Ce sont des textes très, très informés de ce qui se peint en France et dans d'autres pays dans les années 50 et 60. Jamais Malraux n'est allé aussi loin. Mais pour revenir sur la question comment Picon a-t-il réagi aux propositions de Malraux sur le musée imaginaire. Je pense qu'il y a en fait deux lignes ou deux fronts, si vous voulez, deux lignes de front, en quelque sorte. La première, il en a été question, c'est la pensée de l'art. Je vais en parler tout à l'heure dans ma communication. Là, les points de différenciation théorique, parce que chez Picon, il s'adosse à une connaissance du terrain, en quelque sorte, sont nombreux. Mais l'autre point, c'est celui qui fait intervenir Picon, éditeur, et justement initiateur de la collection Les Sentiers de la Création. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de la réduction de la peinture et des arts à des images de reproduction ou représentation. Que fait Picon ? Eh bien, Picon fait avec ces images ce qu'il fait avec les tableaux. Il considère l'image photographique comme un médium. C'est-à-dire qu'il va travailler matériellement, il va travailler sur la matérialité de l'image. Il va faire des livres en considérant l'image non pas comme une sorte de supplément de l'œuvre, l'image qui vient suppléer l'œuvre, mais il va traiter cela comme une image. D'où un jeu sur... Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point il s'est investi dans les maquettes des livres publiés dans la collection, mais il avait une très bonne équipe autour de lui, donc pleine page, quart ou demi-page, réduction, agrandissement, etc. Il le fait toujours en intelligence parfaite de l'emplacement de ces images par rapport au texte, en laissant d'ailleurs une très grande initiative, enfin la plus grande initiative aux auteurs qui vont choisir leurs images où ils veulent. Je crois que c'est ça. Il y a une politique de l'image chez Picon qui est sa deuxième ligne de réponse. Enfin, je pense qu'Alice Cher va nous en parler demain d'une manière ou d'une autre. En tout cas, on aura peut-être le temps d'en rediscuter. Alice Cher qui a fait sa thèse là-dessus. Oui. Une seconde. Il ne faudrait pas faire un mauvais procès à Malraux parce qu'il l'a quand même fait bien avant, notamment avec l'univers des formes, qu'il a beaucoup pensé. Alors, ce n'est pas lui non plus qui faisait le montage, mais cette question de la maquette, il y a eu une maquette farfelue qu'il a pu faire que Henri Godard avait mise en valeur. Donc, il y a quelque chose de très proche de ce point de vue dans leur rapport à l'art dans les deux cas. Ceci dit, je suis d'accord avec toi que Picon, à mon avis, a une meilleure connaissance ou un meilleur rapport esthétique à la question à la fois de l'image et en tout cas de l'art contemporain. Ça, c'est tout à fait évident. Quand Malraux écrit la tête d'Obsidienne, il prend un Picasso qu'il ne fréquente pas, avec lequel il y a eu 2 visites, 2 rencontres. Il reconstitue très longuement une rencontre en recréant un dialogue qu'il n'a plus du tout avec Picasso. Et à ce moment-là, Picasso n'est plus là. Enfin, c'est avec Picasso ce qu'il a fait avec Mao. Oui, voilà. Ça fait partie des mémoires, c'est pas de la critique d'art. Je ne sais plus c'est toi Bernard qui disais ce matin que Malraux n'était pas critique d'art, alors que Picon, oui.
Et là, c'est énorme la différence. C'est évident. Et il n'est pas non plus historien d'art. Non. C'est vraiment une idée. Le musée imaginaire, c'est son truc, c'est très idiosyncrasique quand même. Et on le récupère un petit peu dans tous les sens, ce musée imaginaire, parce que c'est vrai que c'est facile, mais c'est facile à utiliser, mais finalement, il n'est pas très applicable en dehors. Enfin, Oui, voilà, c'est il y a vraiment une des chose limites, il y a beaucoup de limites. Hein. Alors nous pourrions demander... Oui, pardon, moi j'ai une question pour revenir à ce qu'on a dit sur l'intérêt de Picon et de Malraux pour l'art contemporain. C'est bien évident que la création est essentielle pour Picon. Donc il va dans les ateliers, il fait ce travail de reconstituer les parcours de création personnelle. Bon, c'est clair qu'il y a une différence énorme, mais peut-être que, parce que je sais qu'il y a quand même un historien d'art aussi dans la salle, qui est Stéphane Guégan, peut-être quand même que, moi j'aimerais poser une question à vous, peut-être à Stéphane aussi, à propos de l'importance de la modernité pour Malraux, parce qu'il me semble, je ne sais pas tout à fait clair, ou je n'ai pas très bien compris ce que disait Dominique au départ, il me semble qu'il n'y aurait pas de musée imaginaire en dehors de la modernité. C'est parce qu'il y a Braque et c'est parce qu'il y a Masson que le musée imaginaire peut se constituer. C'est bien ça. C'est exactement ça. Mais ça, c'est pas l'art contemporain, c'est l'art moderne. C'est pas tout à fait pareil. Oui. Alors, si on fait cette séparation un peu artificielle, oui, c'est ça, mais c'est entre pas moderne et contemporain. Mais c'est-à-dire que l'art contemporain de Malraux ici intéresse pas. C'est ça, l'art contemporain. Je peux répondre à cette dernière question. D'ailleurs, elle est multiple, votre question. Ce que j'ai entendu m'a beaucoup intéressé, d'autant plus que Dominique le sait, à l'époque où les écrits sur l'art de Malraux sont entrés dans la Pléiade, j'avais réagi un peu violemment, non sans d'ailleurs totalement mesurer l'importance de ce corpus, parce que ma génération s'est construite contre les écrits de Malraux sur l'art, parce que je n'y trouvais pas les réponses que j'y attendais pour comprendre, par exemple, ce que signifie Olympia, ou ce que signifie le déjeuner sur l'herbe, et non pas simplement Malraux, et non pas simplement Manet dans l'histoire de l'art et l'histoire des formes. Et c'est vrai qu'il y a chez Malraux un déficit d'appétit pour comprendre le sens des œuvres. Ce qui l'intéresse, c'est les métamorphoses des œuvres au cours des siècles et comment elles continuent à alimenter la création contemporaine. En cela, il reste très marqué par sa culture de départ, qui est celle du milieu cubiste, qui est celle de Kahnweiler, qui est celle de Karlenstein, qui est celle des peintres qu'il a fréquentés. Donc il agit en critique d'art. C'est pour ça que je comprends très bien la nécessité que vous avez, qui est la vôtre, de situer Malraux, et Picon d'ailleurs, dans des catégories. Mais Malraux, c'est précisément quelqu'un qui ne supporte pas les catégories, qui continue à être poète, là où d'autres sont historiens de l'art, mais qui fait également une histoire de l'art en poète et en critique d'art. Ce qui m'avait frappé en relisant Malraux, par exemple, c'est le fait que, et c'est un paradoxe, c'est que ce musée imaginaire qui semble ouvert à toutes les expressions de l'art est un musée très réducteur, puisqu'on exclut tout un pan de l'art. En bon cubiste, il ne supporte pas tout ce qui relève du naturalisme, Caravage, tout ça n'existe pas à ses yeux. Il exclut ce qu'il appelle l'art d'assouvissement, Watteau, Boucher, l'art qui serait pour lui uniquement motivé par le désir de donner du plaisir ou d'inspirer le désir de plaisir. Le musée de Malraux est un musée très sélectif. Son musée imaginaire n'est pas du tout un musée œcuménique. C'est le musée des artistes, c'est le musée des artistes modernes, c'est le musée de ces artistes. Voilà, c'est une vision très moderniste de l'art depuis l'Antiquité, la plus lointaine. Par ailleurs, je ferai quand même un petit... j'apporterai un bémol à ce qui a été dit à propos du divorce entre Malraux et l'art moderne ou l'art contemporain. D'abord, La tête d'obsidienne. Génialement, c'est un de ses plus beaux livres, un des plus beaux livres qu'on ait jamais écrit sur Picasso. Génialement,
il montre que ce qu'on n'a pas connu, ce que personne ne connaît encore de la sculpture de Picasso, et notamment des œuvres qu'il avait gardées par devers lui, Picasso, c'est-à-dire celles qui relevaient de l'assemblage. Picasso, il invente Rauschenberg avant Rauschenberg. Et Malraux voit ça avec Jacqueline, Malraux et moi, Picasso et moi, et il est stupéfait. Il dit, mais il y a là quelque chose d'inouï et d'inconnu. La tête d'obsidienne, d'ailleurs, permet enfin de comprendre ce qu'il en est de ce Picasso sculpteur au-delà de la sculpture. Chose qui est désormais très glosée par les historiens d'art. Mais c'est Malraux qui le premier a pointé ça, puisque Picasso a moins montré cette part-là de sa production que sa peinture. Par ailleurs, il y a un rapport évident de compréhension à ce qui est montré au Palais des Papes en 71 et 73, alors que la critique académique, la critique qui vient du cubisme, pensez à Douglas Cooper, déteste le dernier Picasso. Ce n'est pas le cas de Malraux. Donc, et puis par ailleurs, il y a Georges Mathieu. Il y a toutes sortes d'incursions de Malraux dans l'art contemporain. Alors on peut aujourd'hui considérer qu'il a fait de mauvais choix, mais il n'y a pas chez lui de retrait ou de retraite complète, je pense. Et par ailleurs, il y a sa pensée qui continue, elle, à produire des effets dans l'esprit, l'imaginaire, la création des contemporains. Même si les historiens d'art font la fine bouche, Malraux continue à être lu et par les artistes eux-mêmes. Donc il faut faire attention à cette opposition très nette entre un Picon ouvert sur l'art du présent et un Malraux qui serait au fond un nostalgique de la grande peinture et qui verrait en Braque et Masson, qu'il fait entrer dans l'espace public, au théâtre, au Louvre. Enfin, c'est Malraux qui fait entrer tous ces artistes-là, si je puis dire, et de manière pérenne dans les lieux de l'adoration esthétique. Par ailleurs, il y a une chose qui, moi, m'intéresse davantage aujourd'hui, c'est voilà deux intellectuels qui sont confrontés au défaut de divin, à la mort de Dieu. À la fois, on le sait, un concept génial de Nietzsche et en même temps une erreur historique, me semble-t-il, puisque le divin n'a cessé de travailler le XXe siècle et il continue à nous travailler. Donc le défaut de divin, Malraux n'y voit que le musée comme réponse, c'est en quoi d'ailleurs il s'est en partie trompé. Il faut voir comment on consomme aujourd'hui le musée. Hein, on ne le consomme pas comme une église. Mais c'était peut-être pas la meilleure solution. Mais il faut la respecter en tant que telle. Aujourd'hui, elle peut faire sourire, mais elle est tout à fait respectable. Et puis la dernière chose que je voulais dire à propos de... Oui, parce que je vais faire une conférence à moi tout seul. Oui. C'était le dernier élément de votre question, c'était... Quant à l'histoire de l'art, oui, pardon. Oui. Quant à l'histoire de l'art, et là je rejoins ce qui vient d'être dit aussi, oui, Malraux affecte de ne pas tenir compte de ce discours-là, discours académique pour lui, discours muséal. Il met en garde autour de lui certains écrivains d'art en disant ne vous mêlez pas, ne lisez pas ça, ou ne les voyez pas, on va vous détester, tout ça. Mais tout de même, et l'Univers des formes, vous avez bien fait de le rappeler, l'Univers des formes est là pour le dire, il est au contact des meilleurs spécialistes de leur domaine, et il les entend, il les écoute, il les lit. Donc on est devant quelque chose que je pensais moi pur, et que je rejetais comme trop pur en fond, parce que je crois que l'histoire de l'art doit être impure, mais en le lisant bien, en le lisant mieux, et j'y reviens en ce moment, on s'aperçoit qu'au contraire, c'est un discours hybride, c'est un discours qui repose aussi sur une connaissance historique, sur une analyse scientifique des choses. Ce qui manque peut-être à Malraux, mais on ne peut pas être génial en tout, ce qui manque peut-être à Malraux, c'est effectivement de s'intéresser à la signification des œuvres, au-delà de la signification des artistes, ou des métamorphoses des chefs-d'œuvre à travers le temps. Ce qui nous manque, c'est la lecture. Alors là, Bernard va pousser des cris. On va laisser la parole à Bernard. C'est la lecture de l'image. C'est-à-dire que ce que je dis à mes étudiants de l'école du Louvre, c'est vous pouvez pas, quand vous êtes devant Manet, vous ne pouvez pas vous contenter de Malraux.
certes, c'est important ce qu'il a pu dire de Manet, mais pour comprendre ce qu'il en est d'Olympia, du déjeuner national, il faut vous intéresser un tout petit peu au contexte de production, aux intentions de l'artiste, tout ce qui fait bien sûr, la panoplie d'historiens d'art. Mais je pense que ma génération était trop sévère à l'égard de Malraux. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs le petit dialogue que Dominique avait engagé dans son livre, parce qu'en plus je ne m'y attendais pas, et qui m'a fait beaucoup réfléchir sur ma propre vision de Malraux, qui est évidemment réductrice. Et je le répète, je tiens la Tête d'Obsidienne pour un des plus beaux livres jamais écrits sur l'art, et en tout cas peut-être l'un des 2 ou 3 meilleurs sur Picasso. On va laisser à nouveau la parole à Bernard Vouilloux qui veut nous présenter 2-3 images. Et après, on laissera la parole à la salle qui a peut-être d'autres questions à poser. Il nous reste en gros un quart d'heure, donc on est dans les temps. Mais Stéphane Guégan nous a pris à revers, là, finalement. Il ne faut pas leur donner le micro, mais alors, on est quand même content de l'avoir fait. Je Bernard. pense, Stéphane, qu'il y a un point au moins sur lequel nous sommes absolument d'accord. C'est, lorsque un sociologue qui a une certaine notoriété dans un cours prononcé non loin de là, en 1999, s'est obstiné à, rejeter à 3 ou 4 reprises Gaëtan Picon, nommément l'auteur de 1863, Naissance de la peinture moderne, comme un formaliste. Voilà. Il n'avait absolument rien compris. Bien évidemment, cet opus de 600 pages qu'il nous a offert et qui est une ressucée de toute la bibliographie principalement américaine, est une découverte absolument majeure et fondamentale pour l'histoire de l'art. Vous êtes bien d'accord avec moi? Bon, voilà, nous sommes sur la même longueur d'onde. Parfait. Alors, une fois ces comptes réglés, je reviens alors aux choses concrètes. Une page, la tirée de l'édition Skira, de la psychologie de l'art, tome 1. Vous voyez l'architecture absolument admirable de cette page. On ne peut être qu'admiratif, évidemment, devant le travail de composition qui a été fait avec ces 2 diagonales, la diagonale des images et la diagonale du texte, avec cette mise en écho des mains et du jeu des index dirigés vers le haut de l'image, le jeu sur les noirs et blancs, tout cela était absolument admirable. Mais ce n'est pas la source. Je ne suis pas d'accord avec toi, ce n'est pas la source du travail de Gaëtan Picon pour les sentiers de la création. Il faut se tourner vers des revues plutôt comme, alors en Allemagne, Der Querschnitt, qui a été extrêmement importante. Je vais vous en montrer un exemple. Voilà. Bon, vous avez là une double page de la livraison de l'été 1924, numéro 2-3 de cette revue, qui s'est éteinte avec l'arrivée des nazis au pouvoir, évidemment. Et vous voyez qu'il reproduit un masque du Congo français qui vient de la collection Paul Guillaume. Vous avez la reproduction d'une voiture et une tête à gauche. Bon, eh bien, ça, c'est aussi l'esprit de la revue que Denis Ollier connaît bien, Document. C'est l'esprit des revues surréalistes, comme Minotaure. C'est l'esprit de revues même comme celles qui ont été éditées par Albert Skira, par Thériault dans l'entre-deux-guerres. Donc, c'est ce travail-là qui, je pense, a, pour l'éditeur Gaëtan Picon, était extrêmement important pour concevoir sa collection. Sa collection et les sentiers de la création. Sinon, voilà, simplement pour illustrer le propos d'introduction sur le rapport de la reproduction et de la photographie. Voilà, la toute première reproduction, vous voyez, cela nous fait remonter à 1826-1827, une héléographie par contact. Donc, c'est véritablement l'ancêtre, puisque ce sont les mêmes techniques d'une gravure, le cardinal d'Amboise. Premier ouvrage d'un peintre illustré de photographie,
oui, 1853-1857, ce n'est tiré qu'à 100-150 exemplaires, hein, ce type d'ouvrage. Parce que chaque épreuve photographique est encollée à la main, hein, dans chaque exemplaire. C'est un processus extrêmement coûteux. Premier catalogue d'un peintre vivant, hein, illustré par des photographies, 1858, c'est l'œuvre complète de Paul Delaroche. L'un des premiers textes d'un historien de l'art, c'est Renaissance und Baroque de Wölfflin, 1888. On est déjà passé là à une autre étape, celle des procédés de reproduction par photogravure, tous les procédés de composition de la page. L'une des premières iconothèques accueillant des reproductions photographiques, c'est celle de Burckhardt, hein, celui qui écrit le livre majeur sur la Renaissance italienne. La comparaison entre des œuvres, ça, c'était une technique dans laquelle s'était rendu fameux Heinrich Wölfflin, puisque dans la salle de cours de l'université de Munich où il opérait, il avait fait disposer 2 projecteurs côte à côte, hein, et il procédait toujours aux comparaisons de cette manière-là. Il a reporté ce dispositif sur le livre. Là, extrêmement intéressant, parce qu'on voit aussi les déviations en quelque sorte naturalistes, non mais naturalistes. Une Anglaise de 20 ans mise en regard d'Human Vénus de Burne-Jones. Hein. Ça, c'est une approche anthropologique, en quelque sorte, de l'art. Et puis, une dernière référence, le Bilderaltplatz, la classe des images. Hein. Mais il est bien évident qu'à l'époque où Malraux écrivait son musée imaginaire et où Picon en discutait la notion, on ne connaissait pas en France le Bilderaltplatz qui a été édité bien plus tard. Mais enfin, le principe, c'était de grandes planches, hein, tendues de serge noire, sur laquelle étaient épinglées aussi bien des photographies que des coupures de presse, des estampes, et qui permettaient justement des mises en relation, mais alors à partir de tout autre présupposé théorique que ceux de Malraux, autrement dit la survivance Nachleben des formes d'expression, pathos formel, hein, c'est le noyau théorique du dernier travail de Warburg. Merci, voilà donc en quelque sorte. Merci de ces images qui nous permettent de dire une chose qui était importante dans notre réflexion de départ et importante pour Martine Picon. C'est le fait que cette table ronde, elle nous aide à penser aussi la relation entre cette discussion entre Malraux et Picon et puis la journée de demain sur les sentiers de la création. Et là, on l'aborde par le biais matériel de l'édition et de l'organisation des images au sein d'un livre. Donc la transition est assurée. Merci.